Tous, du coup, moi je m'appelle Paul Rollet, je suis interne en anesthésie-réanimation actuellement en stage à l'hôpital militaire de Percy. Je vais vous présenter mon topo Percy 117 Abidjan ne répond plus, qui a été supervisé par le médecin principal Letsela. Du coup, notre film commence, vous êtes dans la base militaire française d'Abidjan, vous avez un patient de 27 ans, sans antécédents, militaire, qui est en mission depuis 1 mois et demi, et qui vient vous voir en consultation parce qu'il se plaint d'une douleur à l'hypocondre gauche depuis 3 jours. C'est un patient qui présente un ictère conjonctival, qui est polypnique à 25 par minute, mais qui sature parfaitement en air ambiant, qui a des paramètres hémodynamiques avec une tension à 12,7 et il est tachycarde avec une fréquence cardiaque à 120. Qui se plaint de frisson depuis 3 jours et qui est subfébrile. Ces paramètres hémodynamiques vont plus vous inquiéter puisqu'ils présentent effectivement une anémie majeure à 4,8 g par décilitre, des plaquettes à 65 Giga par litre, une anomalie de coagulation, un gaz du sang qui vous montrera une anomalie, une acidose métabolique hyperactatémique majeure, une insuffisance rénale Cadigo 3 et une perturbation du bilan hépatique. Du coup, face à ce cas clinique, quel est votre diagnostic principal et quel examen allez-vous devoir faire pour confirmer votre diagnostic et quel traitement allez-vous administrer? Alors, effectivement, ce n'est pas la partie la plus difficile du topo. Vous faites un frottis sanguin goutte épaisse et vous retrouvez une parasitémie à 30% avec un parasite identifié, donc ce sera du Plasmodium falciparum. Pour parler un peu des chiffres du paludisme, le paludisme, c'est quand même 241 millions de cas par an, même si pour nous, les Français métropolitains, on n'a pas trop l'habitude de traiter avec cette maladie. C'est responsable de plus d'un demi-million de morts quand même chaque année, dont 90% sont dus à la souche justement présente ici, Plasmodium falciparum. Et c'est 40% de la population mondiale, à savoir 90 pays qui sont concernés, majoritairement des pays d'Afrique subsaharienne. Le traitement, vous ne me l'avez pas dit, mais je pense que vous le connaissez, il faut distinguer le paludisme non grave qui sera traité par une combinaison de dérivés de l'artémisinine, et le paludisme sévère qui sera traité du coup par 24 heures d'artésunate IV, puis par des combinés d'artémisinine perros. Quand on regarde le rapport de l'OMS sur le paludisme publié en 2021, en fait, le diagramme que je vous montre ici, ça représente en fait la présentation, le symptôme d'entrée entre guillemets dans le paludisme sévère, puisque vous savez que c'est un ensemble de symptômes qui classent le paludisme en sévère ou non sévère. Et vous remarquez en fait que pour les patients qui présentent une parasitémie très élevée, donc supérieure à 30% comme notre malade, l'anémie est responsable de plus de 75% de la classification en paludisme sévère. Du coup, c'est intéressant de se poser la question de comment est-ce que le paludisme va provoquer l'anémie chez notre malade. Celle que vous avez le plus souvent en tête quand vous êtes interne fraîchement sorti des ECN, c'est l'anémie hémolytique du parasite, en fait, parce que vous savez que le parasite va infecter l'érythrocyte, se nourrir de l'hémoglobine contenue dans le globule rouge, et au terme de 48 heures, c'est la fameuse fièvre toutes les 48 heures, va entraîner l'explosion du globule rouge, et du coup va aller parasiter les autres globules rouges. Cette anémie, ce modèle est assez simplexe, et en fait il compte que pour 10% de l'anémie induite par le parasite. Le parasite, en fait, il va aussi modifier la structure de vos globules rouges et les rendre beaucoup plus adhérents au tissu endothélial d'une part, aux autres globules rouges d'autre part, et aussi aux plaquettes. Tout ce caillot et cette formation, en fait, va venir boucher la microcirculation, c'est ce qui est le paradigme physiopathologique du neuropaludisme, ce qu'on appelle la séquestration. Et en fait, cette séquestration, elle a 2 objectifs pour le paludisme. Dans un premier temps, c'est créer un micro-environnement hypoxique afin d'améliorer sa maturation. Et dans un deuxième temps, c'est d'échapper en fait, au phénomène de pitting de la rate. La rate, en effet, elle est capable d'enlever le paludisme du globule rouge sans détruire le globule rouge. C'est le même mécanisme d'action qu'utilise la molécule d'artésunate. Ces globules rouges, une fois qu'ils auront été pités, ils vont pouvoir rester dans la circulation, mais il y aura eu quand même une altération de leur squelette par le paludisme, et c'est pour ça qu'ils auront une demi-vie beaucoup moindre par rapport à des globules rouges normales. C'est ce qui vous explique quand on vous parle d'anémie retardée après traitement par artésunate. L'anémie, elle est aussi due au stress oxydatif et à l'activation de diverses voies apoptotiques comme la voie du complément, puisqu'en fait les produits de dégradation de l'hémoglobine qui vont être relargués dans le sang au moment de l'explosion du globule rouge vont activer donc le complément et vont générer des ROS qui va faire du stress oxydatif. Enfin, ces produits de dégradation de l'hémoglobine sont aussi responsables au niveau de la moelle osseuse de dérégularisation de l'érythropoïèse. Le paludisme, ce n'est pas une maladie qui va concerner que les globules rouges, c'est une maladie aussi qui va impacter la coagulation de votre malade, puisqu'on sait en fait que les érythrocytes infectés vont être capables d'activer par le biais du facteur tissulaire
la voie exogène de coagulation. Ils vont aussi activer des monocytes qui vont du coup entretenir cet état inflammatoire et procoagulant, ce qui va donner in fine lieu à une suractivation de la thrombine. L'érythrocyte infecté est aussi responsable d'une surexpression de von Willebrand factor, qui lui en fait va activer les plaquettes qui vont du coup s'agréger avec les globules rouges infectés dans le fameux phénomène de séquestration dont je vous parlais. Donc ces plaquettes séquestrées et suractivées vont être responsables d'une thrombopénie, qui est un symptôme qui est très décrit dans le paludisme, 80% des paludismes sont associés à une thrombopénie. Et en fait, c'est un paramètre biologique qui n'est pas retenu dans le critère de classification du paludisme grave, puisqu'il y a certaines études qui en parlent comme un facteur pronostic indépendant de mortalité, d'autres qui ne concluent pas à ça. Donc c'est encore un peu controversé, et c'est pour ça que ce n'est pas retenu à l'heure actuelle dans les classifications. On sait aussi que les plaquettes ont un rôle important, en fait on le découvre de plus en plus, que ce n'est pas juste des plaquettes dans le paludisme juste pour former le caillot. Les plaquettes vont aussi en fait aider au pitting, justement, et avoir des actions immunologiques qui vont lutter efficacement contre le paludisme. Du coup, face à ces maladies, ces anomalies des lignées hématologiques, l'OMS a depuis longtemps en fait édité des recommandations, notamment dans la population pédiatrique, puisque 75% des paludismes graves concernent les populations pédiatriques en Afrique subsaharienne, avec des seuils transfusionnels qui sont assez bien établis pour l'hémoglobine. Donc vous voyez que si c'est inférieur à 4 grammes par décilitre, il faut transfuser. Si c'est supérieur à 6 grammes par décilitre, il ne faut pas transfuser. Et entre 4 et 6, c'est en fonction des critères de gravité. En revanche, il n'y a pas de recommandation claire concernant les seuils transfusionnels pour les plaquettes et les seuils transfusionnels pour le plasma. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus flou. Il n'existe pas de recommandation propre. Et c'est pour ça qu'on retient habituellement le seuil de 7 grammes par décilitre d'hémoglobine et 20% d'hématocrite. Du coup, si on se replonge un petit peu dans notre patient, quel traitement supplémentaire, au regard de sa présentation clinico-biologique, avez-vous envie de mettre en œuvre? Un remplissage. Remplissage, ouais. Transfusion. La transfusion. Du coup, de quoi? Rouge, PFC. Ok. L'académie aussi, si jamais. C'est surfait. Ok. Un petit rappel. Du coup, nous, ce que le médecin de militaire a choisi de faire, c'est donc de démarrer une antibiothérapie probabiliste par C3G, devant la gravité du malade et devant l'hypothèse de l'infection bactérienne, de traiter cette hypercalémie par de l'insuline glucose, de procéder à un remplissage en fait, chez un malade qui s'est présenté avec un retard diagnostique de 4 jours, qui avait des signes cliniques de déshydratation, qui était aussi précharge dépendant et avait une veine cave presque virtuelle à l'échographie, et d'initier un support transfusionnel. Le problème, c'est qu'on est dans un film à rebondissement, et vous êtes à Abidjan. Il n'y a pas de banque du sang dans la base d'Abidjan, donc vous vous retrouvez démunis sans aucun produit sanguin labile à passer. Dans ce cas-là, qu'auriez-vous fait? Vous auriez beaucoup hésité, et nous aussi, on a beaucoup hésité. Et on est parti d'un postulat assez simple, le patient a besoin de sang, donc on va lui transfuser du sang. Quand je vous dis on va lui transfuser du sang, en fait on a fait quelque chose d'assez rare, et je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, on a transfusé du sang total frais à notre patient. Le sang total frais, qu'est-ce que c'est? En fait c'est du sang total qui est directement prélevé de quelqu'un, qui n'est pas du tout transformé, pas du tout déleucocyté ou des choses comme ça, et qui va être transfusé donc à notre patient directement, presque de bras à bras, comme au temps de la Première Guerre mondiale. Ça peut vous paraître un peu trivial quand je vous l'explique comme ça, mais c'est une pratique en fait, même si elle est interdite en France parce qu'il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de certification de la MSM, c'est une pratique qui est faisable dans l'armée sous certaines conditions très précises et selon un mode de fonctionnement très encadré que je vais vous détailler ici. En fait, la transfusion de sang total frais, ça repose sur le concept de Walking Blood Bank, donc banque de sang marchande. En fait, c'est des militaires qui, avant de partir en mission, vont être screenés et phénotypés de manière très précise sur leurs paramètres, sur leur globule rouge, et aussi screenés pour les principaux virus, VIH, VHB, VHC, syphilis, avant de partir en mission. Et une fois qu'en fait, sur le terrain, il y a un besoin de sang,
ces donneurs vont se présenter au médecin de la base, et il va y avoir un double check qui est assez important. Le premier, c'est une consultation médicale avec un médecin qui va réaliser le questionnaire de base que vous subissez quand vous donnez votre sang à l'EFS, à savoir, est-ce que vous avez déjà eu des rapports à risque ces derniers temps en mission? Ça peut arriver. Est-ce que vous avez des signes d'infection récents? Enfin, voilà, il va faire tout un interrogatoire et un examen clinique approprié. Le deuxième, en fait, c'est cette fiche dérogatoire du CTSA. Le CTSA, c'est l'organisme qui gère les transfusions sanguines au sein de l'armée française. C'est l'équivalent de notre EFS à nous les civils, dont je vous parlerai plus tard, et qui vraiment encadre de manière législative cette transfusion de sang total frais. Une fois que le donneur a passé ces 2 checkpoints, il y a encore des tests rapides quand même qui sont faits, en plus des tests de transfusion classiques, à savoir un test rapide au VIH, au VHB et au VHC qui va prendre en tout et pour tout 1 heure. Une fois qu'on a passé tous ces tests, on peut enfin procéder à la collecte de sang total, et c'est un sang total du coup qui sera transfusé directement au donneur en isogroupe. C'est un sang total qui sera du coup pas déleucocyté, et c'est un sang total qui ne se conserve pas, qui doit être transfusé dans les signes. Alors même si, encore une fois, ça peut paraître assez trivial, c'est pas parce que ces gens sont des militaires français, pas en France, qu'ils n'ont pas le droit à une sécurité transfusionnelle aussi bien que dans France métropolitaine. Et c'est pour ça que avant transfusion, après transfusion, et le donneur et le receveur vont avoir des échantillons sanguins prélevés, envoyés au CTSA, analysés, pour éviter différentes transmissions de bactéries ou de virus et autres accidents transfusionnels. Et les receveurs seront suivis pendant 1 année à intervalles réguliers par le CTSA. Du coup, si on se penche un petit peu plus sur le cadre législatif de la transfusion de sang total, ce dont je vous parlais, en fait, ça vient d'une recommandation du coup, interne, c'est un document interne au service de santé des armées et au CTSA, en fait, qui nous explique que pour la transfusion de sang total, il faut rentrer dans 3 cadres assez précis. Le premier cadre, c'est une situation qui doit être très codifiée. Le patient doit soit être dans un état hémorragique grave, voire grave, soit on est dans une situation où il y a un afflux massif de blessés. Une fois qu'on est dans cette situation, on peut se poser la question de la collecte de sang total, et là encore, ça répond à des indications très précises, puis de la transfusion de sang total, et là encore, ça répond à des indications très précises. Comme vous le voyez sur cette diapositive, la collecte de sang total et la transfusion n'était pas le problème dans le cas clinique. Le vrai problème dans le cas clinique, c'était la situation. On avait un patient qui n'était pas dans une situation hémorragique grave, on n'avait pas un afflux massif de blessés. Donc on était, en théorie, pas dans les clous pour transfuser du sang total. Ce qui s'est passé, c'est que devant la gravité du malade, devant le temps que ça aurait pris en fait au médecin anesthésiste réanimateur de France de venir, puisqu'il est venu, mais le temps qu'un médecin anesthésiste soit dépêché, qu'il prenne l'avion militaire pour arriver en Côte d'Ivoire, il faut à peu près 10 heures, le médecin de la base a pris la décision, a pris sur sa responsabilité de transfuser notre patient en sang total. Du coup, si on s'intéresse un petit peu au devenir de ce patient, c'est un patient qui, après 2 transfusions de 2 poches de sang total, et puis une poche de sang total et un CGR à l'arrivée du médecin anesthésiste réanimateur français, enfin de France métropolitaine, a vu son hémoglobine passer donc de 4,8 g par décilitre à 6 g par décilitre, puis 11,9 g par décilitre, une augmentation de son taux de plaquettes à 80 Giga par litre, un TP qui s'est élevé à 60%, et surtout une normalisation assez spectaculaire de son acidose hyperlactatémique, puisqu'on a des lactates qui étaient retombés à 2 mmol par litre, et un pH qui était remonté à 7,45. Du coup, ce cas clinique, il nous a fait se poser la question de la place du sang total dans le paludisme. Puisqu'en fait, on sait que le paludisme en zone subsaharienne est très fréquemment traité par sang total, non pas par, je dirais, habitude de service, mais plus par en fait, pénurie de produits sanguins dans ces zones du monde. Du coup, on peut regarder en fait, une première étude qui a été publiée en 2022, qui est une cohorte rétrospective sur 5 ans, et en fait qui a analysé la mortalité de 911 enfants de moins de 15 ans qui présentaient donc une anémie reliée au paludisme, un diagnostic de paludisme et une anémie inférieure à 5 g par décilitre. C'est un modèle que les auteurs ont justifié comme étant semi-expérimental en fait, puisque pendant ces 5 ans, il y a eu 22 pénuries de sang, donc des patients anémiés qui auraient dû être transfusés et qui n'ont pas pu être transfusés du fait des pénuries de sang. Et du coup, en fait, ils ont, par ce système-là, été en mesure de créer des groupes de patients transfusés et de patients non transfusés, et de calculer un odds ratio que je vous montre ici, et donc qui est significativement inférieur à 1. Donc la transfusion est un facteur protecteur dans cette étude
de la mortalité chez ces patients. Là, vous voyez la courbe de survie donc, qui représente la proportion cumulée des participants et, et la mortalité en fonction des jours depuis la mise sur l'hôpital. Et vous voyez clairement que les deux courbes, de manière assez précoce, se dissocient avec une différence qui est significative. Cette courbe, elle est ajustée bien sûr sur l'âge, le sexe, mais de manière bien plus importante sur le taux d'hémoglobine. C'est assez logique. Ce qui est intéressant dans cette étude aussi, en fait, c'est que les auteurs ont fait des analyses de sous-groupes et se sont particulièrement intéressés à deux groupes. En fait, ils ont classé les patients selon leur taux de plaquettes, dans des patients qui, s'ils avaient des plaquettes supérieures à 75 000, étaient considérés comme non thrombocytopéniques, et avec des patients qui avaient des plaquettes inférieures à 30 000, considérés comme thrombocytopéniques. Ce que vous voyez ici, c'est que dans les courbes violettes foncées, chez les patients non thrombocytopéniques, la transfusion ne semble pas avoir d'impact majeur sur la mortalité, puisqu'en fait on a des courbes de survie qui sont significativement pas différentes. En revanche, dans le groupe thrombocytopénique, en violet clair, vous voyez clairement, visuellement, mais c'est corrélé aussi par des analyses statistiques, une différence statistiquement significative sur la mortalité. Ils se sont aussi intéressés au rendement transfusionnel au niveau des plaquettes. Ils ont montré en fait que les patients qui étaient catégorisés comme bons répondeurs à la transfusion versus les patients qui étaient catégorisés comme mauvais répondeurs à la transfusion sur le taux de plaquettes avaient un odds ratio là aussi significativement, ils avaient un odds ratio significatif en faveur d'une protection de la transfusion sur la mortalité. On a une autre étude qui a été sortie en 2020 dans le Lancet Hématologie, qui elle cette fois est une cohorte prospective sur 5 ans et qui s'est intéressée à 25 000 enfants de moins de 15 ans, dont le critère d'inclusion était juste paludisme, sans pour autant qu'il y ait forcément des anémies, qui les ont suivis pendant 5 ans. Et du coup, sur ces 5 ans, il y a eu 8500 patients transfusés. Ils ont été capables du coup de créer des groupes transfusés et non transfusés et de s'intéresser à la mortalité à l'hôpital. Là encore, vous voyez un odds ratio significatif qui est en faveur de la protection de la transfusion en termes de mortalité chez ces patients. Mais ce qui est, à mon sens, plus intéressant dans cette étude, c'est en fait, si vous voulez, les études secondaires qu'ils ont fait. Ils se sont notamment posé la question de quel serait le meilleur seuil possible pour transfuser un malade, pour lui éviter de mourir. Du coup, ils ont utilisé un modèle de régression logistique linéaire continue, dont je ne pourrais pas trop vous parler parce que je ne suis pas biostatisticien. Mais grosso modo, ce que je veux que vous compreniez de ce diapo, c'est qu'en fait, en ordonnée, vous avez l'odd ratio pour la mort, et en abscisse, vous avez le taux d'hémoglobine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de tracer une courbe qui, quand elle dépasse 1, là, en fait, si vous voulez, votre transfusion, elle a un odd ratio qui est supérieur à 1, du coup, vous n'êtes plus un facteur protecteur, vous êtes un facteur de risque, de mortalité. Et ici, en fait, si on regarde pour tous les patients qu'ils ont analysés, on trouve un cut-off en fait, de seuil transfusionnel au-delà duquel il est dangereux de transfuser, à 77 grammes par litre d'hémoglobine. Ce qui est en accord, grosso modo, avec les recommandations dont je vous avais parlé au début, à savoir 6 grammes par décilitre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la sous-population des patients qui ont une lactatémie supérieure à 5, on remarque que la courbe en fait, ne dépasse jamais la valeur de 1. Le seul moment où quelque chose dépasse la valeur de 1, c'est au moment où l'intervalle de confiance, justement, dépasse cette valeur de 1, et c'est pour des taux d'hémoglobine qui sont à 92 grammes par litre. Donc avec cette courbe en fait, elle semble dire que chez des patients qui sont très hyperlactatémiques, on a un intérêt à transfuser les malades sans regarder forcément leur taux d'hémoglobine. Et ça, en fait, ça nous fait dire, comme dirait un philosophe très connu, Aristote, que le sang total, c'est peut-être plus que la somme de ses parties. Que le sang total, c'est peut-être plus que juste un kilo, un CGR, un kilo de plaquettes et des PFC. Et je voulais finir avec une étude, du coup, de Nature Science Report de 2021, justement, qui s'est intéressée de manière plus science fondamentale à justement l'impact du sang total dans le paludisme. Donc pour cela, les auteurs ont utilisé des souris infectées qu'ils ont infectées avec le paludisme pour recréer un modèle de neuropaludisme. Et ils ont en fait comparé l'action de l'artésunate, plus ou moins transfusion de sang total, sur divers marqueurs moléculaires. Là, je vous ai présenté les résultats sur l'angiopoïétine 2, qui est en fait un marqueur d'activation endothéliale et un marqueur d'inflammation. Et sur l'Evans Blue, en fait, qui est une coloration qu'on met. Et en fait, en regardant en immunohistochimie des tissus, on est capable d'estimer la perméabilité capillaire.
donc l'inflammation. Là, vous voyez que pour le groupe contrôle, par rapport au groupe paludisme, on a du coup une augmentation de l'angiopoïétine comme attendu. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'à 24 heures, l'artésunate plus la transfusion de sang totale est capable, on a l'impression, de restaurer un taux d'angiopoïétine 2 physiologique par rapport à de l'artésunate seul. Pour les Van Blues, c'est la même chose, c'est la même tendance qu'on remarquera. Les souris infectées par le paludisme donc, ont une perméabilité capillaire plus importante que le contrôle, et cette perméabilité capillaire, pareil, elle est plus conservée à 6 heures chez les patients qui ont du sang total, plus de l'artésunate, versus chez des patients qui ont juste de l'artésunate. Et évidemment, les auteurs ont aussi analysé la survie de manière plus globale et ont montré qu'il y avait une différence statistiquement significative entre les patients traités donc, par sang total plus artésunate et les patients traités par artésunate seul. Et on retrouve enfin dans cette étude nos chères plaquettes, puisqu'on voit qu'il y a une baisse significative entre le contrôle et les patients infectés par le paludisme au niveau du taux de plaquettes qui semble partiellement restauré par la jonction de sang total à 6 et 24 heures par rapport à l'artésunate seul. En conclusion, ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation, c'est que le paludisme, même si c'est quelque chose qui ne nous touche pas en tant que Français métropolitains, c'est une maladie qui tue encore près d'1 demi-million de personnes dans le monde et qui peut exposer nos militaires français en opération extérieure, qui peut toucher nos militaires français en extérieur. Ça peut les toucher par le biais d'anomalies sur les lignées hématologiques, et c'est pour ça, le problème qui va se poser pour nos militaires, c'est que si des militaires qui sont anémiés ou qui sont en situation de thrombopénie à cause du paludisme, la transfusion va être amenée à manquer, puisque la transfusion est un point critique en opération extérieure. On manque vraiment de sang pour des raisons qui sont diverses, mais notamment pour des raisons de stockage. Le sang total, du coup, en réponse à cette pénurie transfusionnelle en opération extérieure, est amené à se développer de plus en plus. Et depuis 2021, le sang total congelé, parce qu'on arrive aussi à conserver du sang total, est autorisé en utilisation dans l'armée française. Mais ce sang total, il est encore très encadré et très limité à des indications qui sont de l'ordre de la traumatologie ou du choc hémorragique. Et il y a un intérêt, à mon sens, à élargir en fait, ces recommandations à des pathologies plus médicales. Sachant que cette transfusion de sang total pour des pathologies médicales est une pratique courante en Afrique subsaharienne. On sait aussi, du coup, je vous les ai rapidement présentés, qu'il y a des preuves scientifiques de l'impact positif du sang total dans le paludisme, et c'est pour ça que ce cas clinique est en fait, si vous voulez, dans la chaîne de commandement de l'armée française et est en train de se mener actuellement une réflexion sur le changement de pratique et sur un élargissement de la recommandation du sang total frais au sein des armées françaises. Voilà, merci de votre attention.